Are you ready? New York's a hell of a town. The Bronx is up and the Battery's down, and the people ride in the hole in the ground. New York, it's a hell of a town. Start spreading the news. Ah, New York. Peut-être la ville la plus connue de notre monde. Capitale économique des États-Unis, elle frappe par sa démesure et son exubérance. Mais ce que nous voyons là n'est pas la mégalopole de nos jours, mais une vidéo tournée en 1930. Peu de gens connaissent le niveau de développement qu'elle avait atteint à cette époque. Son histoire est littéralement incroyable. Les plus grands exploits ont été réalisés. Par ces centaines de gratte-ciel, elle symbolise le pic de l'évolution exceptionnelle des bâtisseurs de génie du 19e siècle. Mais avant d'aller plus loin, petit retour en arrière sur son histoire folle. D'après l'histoire officielle, autour de 1600, les premiers colons, d'abord hollandais puis britanniques, vont s'y installer. Durant le 18e siècle, la ville va progressivement se développer, avec la construction de plusieurs églises et un centre urbain imposant. Mais dans le courant des années 1800, c'est là que ça va devenir vraiment intéressant. La ville va complètement se métamorphoser, des structures immenses vont se développer. À la fin 1800, la ville est méconnaissable. Son cœur est complètement surchargé de tours et de bâtiments. Et enfin, dans le début des années 1900, elle ressemble à ça. Cela fait maintenant plusieurs mois que je collecte toutes les photos qui existent sur l'époque. La ville n'a rien à enlever aux plus belles capitales européennes. Partout où on regarde, c'est grandiose. Le plus haut et long pont du monde y a été construit. Une prouesse jamais égalée. Un monstre de pierre et de métal. Arc de triomphe. Bâtiments administratifs. Des banques. La poste de New York. La gare officielle de la ville. Le musée. Encore un autre musée. Tout un tas d'hôtels, hippodromes et théâtres. Voici les bâtiments des journaux et au fur et à mesure des décennies, les tours deviennent de plus en plus hautes et plus en plus belles. Les panoramas sont toujours plus spectaculaires. Partout où on regarde, la ville a une apparence unique. Et au début du XXe siècle, une révolution encore plus grande va arriver. D'après ce qu'on nous dit, la ville va se lancer à la course des plus grands gratte-ciel. 200, 300, 400 mètres de haut. Pour enfin arriver aux gratte-ciel les plus hauts qui le resteront pendant des décennies. Alors que les technologies de construction sont encore rudimentaires. Mais avant d'aller trop loin, aujourd'hui, la star, c'est elle. Elle est une des figures les plus connues au monde. Érigée il y a plus d'un siècle sur un îlot de la baie de New York, tel un phare éclairant le nouveau monde, elle est devenue l'incarnation du rêve de liberté porté par les migrants du monde entier. Si fort le symbole qu'on a oublié son histoire. Qui se souvient que la statue de la liberté fut d'abord un cadeau du peuple français à l'Amérique. Elle regardera vers la mer, vers l'ancien monde, elle marchera vers la France. Portée par des hommes épris de démocratie, elle fut un objet politique avant d'être une œuvre d'art. I call it Liberty Enlightening the World. Ce projet aussi absurde qu'extravagant fut mené sans l'argent d'aucun gouvernement, grâce à l'obstination de son créateur, Auguste Bartholdi. Durant plus de 20 ans, il a surmonté tous les obstacles pour que ce rêve démesuré devienne réalité. Liberté fut un véritable défi technologique, et pendant un temps, le plus grand monument de Paris. Bartholdi, c'est une révolution. Je veux qu'elle soit encore debout dans 1000 ans. Sa construction fut si épique qu'elle faillit ne jamais voir le jour. Elle n'aurait pu exister sans cet artiste visionnaire. Liberté. Oh, quel narratif émouvant. Un projet absurde et extravagant, un défi technologique, l'obstination d'un homme et une construction épique.
On a le droit aux mêmes ingrédients pour la construction de la Tour Eiffel. Mais pour la petite histoire, notre cher Gustave est aussi impliqué dans la Statue de la Liberté. En effet, d'après ce qu'on nous dit, il est responsable de l'ossature en fer qui compose la statue. Alors à quoi ressemble ce rêve démesuré ? Il est difficile d'évaluer la taille d'une structure sur une photo. Un bon point de comparaison, c'est de regarder la taille des gens qui se trouvent autour. Quel morceau! On voit qu'avant d'arriver à la statue, il y a plusieurs parties. L'île, un fort et un socle. On parle ici d'un fort en étoile massif et un socle en pierre encore plus imposant. Avec des mesures précises, ça donne ça. 46 mètres de hauteur, 93 mètres avec le socle, 7 mètres 19 pour la tablette. Le bras tendu fait lui 12 mètres 80 et le visage 3 mètres de haut. L'ensemble est équivalent à un bâtiment de 20 étages et pour un total de 220 tonnes. Avant de se rendre à Paris, il est important de savoir que dans les années 80, à l'occasion du centenaire de la statue, une rénovation complète de la statue a été effectuée. L'opération a été ordonnée par Ronald Reagan et a duré près de 4 années. 4 ans pour une simple rénovation avec nos technologies modernes. Alors que fallait-il plus de 100 ans en arrière ? Le simple entretien de tous nos monuments du passé représente encore à ce jour un véritable challenge. Alors imaginez à l'époque la construction puis l'érection de ces monuments est tout bonnement incroyable. Mais les travaux effectués dans les années 80 nous permettent autre chose. Ils nous donnent une nouvelle perspective de la taille gigantesque de cette statue, mais aussi la quantité impressionnante de matériaux nécessaires. On peut se rendre compte du travail juste pour monter l'échafaudage. Maintenant qu'on a une image claire de ce que représentent des travaux sur la Statue de la Liberté, direction Paris pour voir ce que l'histoire officielle a à nous offrir. Et nous y voici. C'est donc ça. Voici réellement le chantier dans la capitale française. Ce que nous voyons ici est la photo la plus connue de la construction, ou plutôt de la fin de la construction. La photo est datée de 1884 et la statue est ici complètement assemblée. Alors, que dire de ce cliché ? Première observation, les échafaudages. Observons l'épaisseur de chacun des piliers. C'est censé supporter quel poids? Et la faible densité des étages supérieurs. Au-delà de l'aspect technique étonnant, il y a quelque chose d'étrange avec cette photo. La qualité est exceptionnelle et on peut zoomer sur chacun des détails. Les ombres également peuvent apparaître comme très surprenantes. C'est comme si une importante source de lumière était braquée dessus. Mais pourtant, le visage et le haut est assez flou. Il est très difficile d'avoir l'image d'un chantier, d'un monument plus de 150 ans en arrière. Mais apparemment, c'est censé ressembler à ça. Le peu de moyens utilisés laisse perplexe. Et en voici une autre. Sur celle-ci, elle est à moitié complétée. On peut zoomer et y apercevoir tous les détails. Mais quand on remonte sur le haut de la statue, les poutres de bois et la partie métallique a un drôle de rendu. Ici, on peut voir une partie de la plateforme, relativement horizontale. Mais quand on remonte de quelques mètres, la dernière plateforme a l'air complètement penchée. Les contrastes et la couleur sont plus que surprenants. Et que dire de cette immense poutre métallique? La pointe est toute noire. Mais surtout, qui et comment cela a été assemblé à 46 mètres de hauteur? Où sont les machines utilisées? À part quelques planchers du métal, il n'y a rien. Il faut savoir qu'à l'époque, les grues n'existaient quasiment pas. Les systèmes étaient plus que rudimentaires. En voici une autre, sur laquelle on peut voir l'ensemble de la structure métallique avant le début de l'assemblage. Et donc, comment la partie métallique a-t-elle été assemblée? L'échafaudage fait de quelques bouts de bois n'est même pas complet. Comme seul moyen utilisé, une grande échelle de bois. Le rendu des pièces métalliques est encore troublant. Les ombres et le contraste paraissent ne pas coller avec le reste de la photo. Ces petites tiges ont l'air si fines, si nettement tracées. Sur ces quelques photos, il y a des choses qu'on a du mal à comprendre. Comme on peut le voir ici, la tête et la torche ont été construits dans un premier temps, puis assemblées à la fin. Mais alors, comment ces pièces de plusieurs tonnes ont-elles pu être acheminées à une telle hauteur? Ont-ils utilisé des grues, des poulies? Pourquoi les étapes les plus déterminantes n'ont pas été prises en photo? Qu'étaient censés supporter ces échafaudages? Techniquement et visuellement, ça paraît impossible. Et voici la toute dernière photo de la construction. Celle-ci est plus rare. On y voit un homme montant un escalier. Nous disposons d'une vue arrière de l'échafaudage. Sur celle-ci, il a l'air beaucoup plus dense. Bien sûr, les détails sont toujours noirs. Quel dommage de ne pas avoir une meilleure prise de vue. Parce que oui, nous venons de voir toutes les photos. Plus de 10 ans de construction dans la capitale française. Mais pourtant, aucun cliché ne montre la vue arrière de la statue. Quel dommage, l'un des plus grands exploits de l'histoire. Et pas un seul photographe a eu l'idée de prendre une vue de l'arrière. Pourquoi prendre chacune des photos du même angle, plein face? Fait étonnant, voici deux photos différentes. La première semble être prise d'un toit. On peut le voir par rapport à la hauteur qu'elle a sur le reste de l'usine. Et puis celle-ci, on voit clairement les mêmes bâtiments, mais vus du sol. Ici, le premier étage de cet immeuble. Mais quand on les superpose, on dirait presque la même photo. Ou encore cette partie du drap. Plusieurs éléments de la photo restent inchangés et semblent ne pas souffrir du changement d'angle. En y regardant de plus près, c'est comme si le premier plan ici, avec les immeubles, avait été superposé sur la photo. Waouh,
Ça commence à être vraiment bizarre. Comment est-il possible d'accumuler autant de faits troublants? Pourquoi y a-t-il tant d'éléments suspects sur toutes ces photos? Mais il va falloir rester avec ces interrogations, car nous venons de voir toutes les photos qui existent sur la construction du monument. Vu que les photos ne nous apportent aucune réponse, penchons-nous sur comment la statue a pu être assemblée pièce par pièce. Comme on l'a vu précédemment, le corps a été réalisé au milieu de l'échafaudage, mais les 3 pièces que nous voyons ici ont été réalisées de façon indépendante. Pour l'anecdote, ces différentes parties ont été trimballées à droite à gauche. Voici la tête lors de l'exposition universelle de 1878 de Paris. Voici la torche qui a été ramenée à Madison Square. On peut voir au premier plan les moyens de transport de l'époque, allant ensuite été transférés à Philadelphie pour une autre exposition universelle. Mais alors, concrètement, quelles ont été les étapes de la construction? Pour rappel, elle est faite de bronze. Plus de 30 tonnes ont été nécessaires. Chaque partie a donc dû être façonnée à l'aide de pièces de cuivre. Pour cela, il a fallu utiliser une espèce de moule, fait de bois, et ensuite y frapper au marteau à la main la pièce de cuivre qui s'emboîtera dans le moule. Chaque partie était ensuite renforcée d'une armature en métal, puis chacune des pièces était une à une assemblée par la suite. On parle ici de 350 pièces différentes, mesurant plusieurs mètres et plusieurs tonnes. Et enfin l'assemblage de toutes ces pièces, la précision qui est nécessaire afin que tout soit imbriqué parfaitement. Sans parler de la dernière étape, la mise en place de la torche, de la tête. Et donc à défaut d'avoir des photos convaincantes de la statue en elle-même, on doit disposer de plein de photos de ces bâtisseurs de génie. Et bien là encore non. On a le droit à 5 ou 6 photos, pas plus. Cette première, avec le socle de la torche, cette taille impressionnante et tous ces détails. Quand on remonte ces doigts si parfaits, toutes les parties en métal si finement réalisées. Rien que pour réaliser ça, quel savoir-faire incroyable. Ensuite on a ce cliché, on voit pas grand chose, des planches en bois, quelques hommes. Nous voilà ici avec un peu plus de matériel. Cela ressemble au moule utilisé pour façonner les planches de cuivre. Une autre vue de la torche dans une grande salle. Et cette photo avec au premier plan des détails très étranges. Une autre photo avec quelques hommes et partout des planches en bois, aucun outil. On peut les imaginer, concevoir les pièces, mais ensuite, comment les déplacer? Comment tout assembler? Et enfin, sur cette dernière, sûrement la plus convaincante, on a quelque chose qui ressemble réellement à un chantier. Cependant, il faudra repasser pour les machines. 2-3 marteaux et des scies. Tout est fait à la main. Aucun moyen ou technique particulière. On aurait pu espérer mieux, mais voici tout ce que l'histoire officielle a à nous offrir. Et puis c'est tout. D'après ce qu'on nous dit, nous voilà en janvier 1884. Bartholdi a achevé la statue dans la capitale française. Maintenant, il s'agit de entièrement la démonter, transporter chacune des pièces jusqu'à la mer et les acheminer en bateau jusqu'à New York. Une fois de plus, après avoir été entièrement assemblée, on nous dit qu'elle a été démontée pièce par pièce. Mais comment récupérer la torche, la tête et la tablette à une telle hauteur? Où sont les grues ou une quelconque technique spécifique? Mais enfin bon, on n'est plus une incohérence près avec eux. Après 10 années de travaux dans la capitale française, direction les États-Unis. Parce que la prouesse est loin d'être terminée, maintenant il va falloir tout réassembler sur une petite île. Comme on l'a vu au début, la statue n'a pas été simplement posée sur le sol. Non, ça aurait été beaucoup trop facile. D'après ce qu'on nous dit, le fort en étoile que l'on voit ici à sa base aurait été construit quelques décennies avant la pose de la statue. Mais en ce qui concerne le socle et le piédestal, ils ont été construits spécialement pour l'occasion. Pour ce qui est des preuves de la construction des fondations, ça va être rapide. Il y a une seule photo sur laquelle, comme d'habitude, on voit toujours la même chose. À noter qu'il est impossible d'attester que cette photo est bien prise à New York, car il n'y a aucune vue à l'arrière des bâtiments. On a quand même le droit à un joli dessin. Des grues primitives sont apparues. Mais surtout, faut voir l'état du chantier. On dirait plus un terrain vague. L'herbe est mal entretenue. Des enfants jouent. 2 hommes qui transportent on ne sait quoi. Quelques cordes pendues. Combien d'années cela est-il censé durer? En revanche, à l'arrière, on voit bien New York. Le Brooklyn Bridge, les plus hautes tours de la ville. Mais aussi, comment l'échelle peut-elle être aussi à côté de la plaque? Sur ce dessin grossier, la structure a l'air de faire quelques mètres de large. Bon, à la rigueur, on peut comprendre que l'élaboration de ce pied n'a pas déchaîné la passion des photographes de New York. Mais en ce qui concerne l'assemblage de la plus haute statue du monde, l'un des plus grands exploits de l'ère moderne, on va avoir énormément de photos et de documents, n'est-ce pas? Eh bien non, absolument pas. Voici le seul et unique cliché de l'assemblage de la statue à New York. Mais c'est quoi cette histoire? Où est la statue? Où sont les engins et les personnes travaillant autour? Avant d'aller plus loin, comme toujours, j'invite chacun à faire ses propres recherches. Et que trouve-t-on? Des photos qui ont déjà été présentées, la plupart étant de Paris. 2-3 dessins ici ou là, mais je vais y revenir. Et au milieu de tout ça, la seule photo que l'on trouve, c'est celle-ci. Bon bah très bien alors, on va être obligé de la regarder plus en détail. Au premier plan, un canon, comme perdu. Quelques débris, quelques blocs de pierre. Un chien posé sur des rails, le détail qui tue. Au second plan à l'arrière, on peut voir 2 petits poteaux noirs qui semblent ressembler à des grues, mais c'est très difficile d'y voir clair. Et derrière, sur la base de la statue, le mur est couvert de saleté, alors que les pierres sont censées être toutes neuves. Mais ce qui attire l'attention ici, ce sont ces planches. Quelle taille sont-elles censées faire? Pour se donner une idée, on peut observer le côté. Il a l'air si peu profond.
Au premier plan, on voit ici ce mur, mais ce n'est pas un mur. C'est une partie d'un fort en étoile massif. Et ensuite, au-dessus, il y a cette partie intermédiaire. Et c'est pas de la petite construction, quand on voit la taille des entrées et des escaliers. Mais où se trouve cette partie ? Pourquoi ici ça paraît tellement plus petit? Comme on l'a vu au début lors de la rénovation, il a fallu des échafaudages imposants, une grue pleinement déployée dont on ne voit pas la base. Ici, le socle a l'air gigantesque par rapport à ce qui se trouve autour. Quelle sorte de planche de bois pouvait être déposée comme ça sur une structure si immense? Sur ce cliché, le chantier a l'air insignifiant. Comment la seule et unique photo de la construction peut-elle être bourrée d'anomalies? Et en arrière-plan alors, bien évidemment, impossible d'identifier le véritable lieu de la photo. On aurait tellement aimé un cliché tel que celui-ci. Une vue exceptionnelle à l'arrière. Mais non, personne n'a eu l'idée. Mais alors, qu'ont été les technologies utilisées pour entièrement reconstruire la structure de métal, puis la statue avec chacune de ses parties lourdes? Eh bien la voici, l'unique preuve. C'est donc ça, c'est à ça que ressemblait l'équipement utilisé. Peut-être que quelqu'un pourrait m'expliquer comment ces petites pièces de bois étaient censées monter et acheminer à des dizaines de mètres de hauteur, des pièces de plusieurs tonnes. Et la suite de la construction alors, la voici. Cette fois, ils se sont même plus embêtés à faire des photos. Ils se sont contentés de faire appel à un enfant de 8 ans pour les illustrations. Les mêmes ingrédients, 3 planches de bois, une échelle totalement ridicule, des grues toujours aussi impressionnantes, qu'on imagine peut-être soulever quelques kilos de cailloux, mais sûrement pas des tonnes de cuivre. Et puis voilà, au fur et à mesure, la structure de métal s'est montée petit à petit. Tout est fait à la main, à coups de planches de bois et de burin. Et l'assemblage des 350 parties, qui nécessite soudure, mise en place extrêmement précise, et coordination maximale, et bien juste quelques hommes accrochés sur des balançoires. C'est à croire qu'à l'époque, même en dessin, ces gens n'étaient même pas capables de concevoir comment la statue pouvait être montée. On est censé croire qu'ensuite, la tête va être posée d'un seul bloc, ainsi que la torche. Mais même juste pour la nettoyer, leur système de poulies de cordes paraît totalement inapproprié. Et qu'a à dire l'histoire officielle sur toutes ces incohérences? Je pense que l'analyse des photos et dessins suffit. C'est bourré de détails inutiles et incohérents. Mais finalement, ce qui compte, c'est ça. Le piédestal fut achevé en avril 1886. Et alors les travaux de la statue ont duré jusqu'à quand? Le 28 octobre 1886. Avril 1886 jusqu'à octobre 1886. Cela représente même pas 6 mois de travaux. La durée officielle annoncée pour le réassemblage est même de 4 mois. Encore un chiffre absurde, mais tout aussi ridicule que les différentes étapes qui nous sont présentées. Mais pour ceux qui douteraient encore de la complexité de la tâche et du grotesque des chiffres annoncés, cette représentation 3D est particulièrement parlante. Il faut imaginer sans grue, à la main, imbriquer parfaitement les centaines de pièces de cuivre de plusieurs tonnes. Mais aussi, ce que cela nous fait voir, c'est que ce n'était pas une simple statue. On voit ici son cœur. La structure en métal est infiniment complexe. Tout d'abord, le piédestal n'est pas un simple bloc de pierre. Il y a 7 étages avec 2 escaliers séparés et un ascenseur. Et au centre de la statue alors, il y a 2 escaliers en colimaçon parfaitement intégrés à la structure en métal. Elle a même été conçue pour intégrer un petit ascenseur à son cœur. Tout cela demande des compétences techniques exceptionnelles et des ingénieurs de haut niveau. Pour ce qui est de la tête, 2 escaliers amènent jusqu'en haut à une plateforme centrale. Elle a été aménagée avec l'un des phares les plus puissants de l'époque, qui pouvait être vu jusqu'à 40 km à l'horizon. 25 fenêtres laissent la lumière traverser ce monument exceptionnel. Et nous voici à la fin, 28 octobre 1886. Le jour de la prétendue inauguration. On passera sur le fait qu'il n'y a eu qu'une seule prise de vue, que l'arrière-plan est rempli de fumée, et sur le fait qu'on a l'impression que le visage a été couvert d'un voile. Alors voilà, le tour du sujet a été fait. Je pense que mon point de vue est assez explicite. Toutes les photos ne peuvent nous mener qu'à une seule conclusion. Les habitants de cette époque que nous voyons sur les vieilles photos ne peuvent avoir atteint un tel niveau de complexité. Les moyens qui nous sont montrés rendent impossible l'accomplissement de telles prouesses. Mais si alors l'histoire de la construction de la Statue de la Liberté est un mensonge, une manipulation, alors les questions sont: que nous cache-t-il d'autre? Quelle confiance pouvons-nous porter aux documents historiques? Et surtout, que reste-t-il encore à découvrir? Mais alors, qu'ont été les technologies utilisées pour entièrement reconstruire la structure de métal, puis la statue avec chacune de ses parties lourdes? Eh bien la voici, l'unique preuve. C'est donc ça, c'est à ça que ressemblait l'équipement utilisé. Peut-être que quelqu'un pourrait m'expliquer comment ces petites pièces de bois étaient censées monter et acheminer à des dizaines de mètres de hauteur, des pièces de plusieurs tonnes. Et la suite de la construction alors, la voici. Cette fois, ils se sont même plus embêtés à faire des photos. Ils se sont contentés de faire appel à un enfant de 8 ans pour les illustrations. Les mêmes ingrédients, 3 planches de bois, une échelle totalement ridicule,
Des grues toujours aussi impressionnantes, qu'on imagine peut-être soulever quelques kilos de cailloux, mais sûrement pas des tonnes de cuivre. Et puis voilà, au fur et à mesure, la structure de métal s'est montée petit à petit. Tout est fait à la main, à coups de planches de bois et de burin. Et l'assemblage des 350 parties, qui nécessite soudure, mise en place extrêmement précise et coordination maximale, et bien juste quelques hommes accrochés sur des balançoires. C'est à croire qu'à l'époque, même en dessin, ces gens n'étaient même pas capables de concevoir comment la statue pouvait être montée. On est censé croire qu'ensuite, la tête va être posée d'un seul bloc, ainsi que la torche. Mais même juste pour la nettoyer, leur système de poulies et de cordes paraît totalement inapproprié. Le piédestal fut achevé en avril 1886. Et alors les travaux de la statue ont duré jusqu'à quand? Le 28 octobre 1886. Avril 1886 jusqu'à octobre 1886. Cela représente même pas 6 mois de travaux. La durée officielle annoncée pour le réassemblage est même de 4 mois. Encore un chiffre absurde, mais tout aussi ridicule que les différentes étapes qui nous sont présentées. Mais pour ceux qui douteraient encore de la complexité de la tâche et du grotesque des chiffres annoncés, cette représentation 3D est particulièrement parlante. Il faut imaginer sans grue, à la main, imbriquer parfaitement les centaines de pièces de cuivre de plusieurs tonnes. Mais aussi, ce que cela nous fait voir, c'est que ce n'était pas une simple statue. On voit ici son cœur. La structure en métal est infiniment complexe. Tout d'abord, le piédestal n'est pas un simple bloc de pierre. Il y a 7 étages avec 2 escaliers séparés et un ascenseur. Et au centre de la statue alors, il y a 2 escaliers en colimaçon parfaitement intégrés à la structure en métal. Elle a même été conçue pour intégrer un petit ascenseur à son cœur. Tout cela demande des compétences techniques exceptionnelles et des ingénieurs de haut niveau. Pour ce qui est de la tête, 2 escaliers amènent jusqu'en haut à une plateforme centrale. Elle a été aménagée avec l'un des phares les plus puissants de l'époque, qui pouvait être vu jusqu'à 40 km à l'horizon. 25 fenêtres laissent la lumière traverser ce monument exceptionnel. Et nous voici à la fin, 28 octobre 1886. Le jour de la prétendue inauguration. On passera sur le fait qu'il n'y a eu qu'une seule prise de vue, que l'arrière-plan est rempli de fumée, et sur le fait qu'on a l'impression que le visage a été couvert d'un voile. Alors voilà, le tour du sujet a été fait. Je pense que mon point de vue est assez explicite. Toutes les photos ne peuvent nous mener qu'à une seule conclusion. Les habitants de cette époque que nous voyons sur les vieilles photos ne peuvent avoir atteint un tel niveau de complexité. Les moyens qui nous sont montrés rendent impossible l'accomplissement de telles prouesses. Mais si alors l'histoire de la construction de la Statue de la Liberté est un mensonge, une manipulation, alors les questions sont: que nous cache-t-il d'autre? Quelle confiance pouvons-nous porter aux documents historiques? Et surtout, que reste-t-il encore à découvrir? Direction Paris pour voir ce que l'histoire officielle a à nous offrir. Et nous y voici, c'est donc ça. Ce que nous voyons ici est la photo la plus connue de la construction, ou plutôt de la fin de la construction. La photo est datée de 1884 et la statue est ici complètement assemblée. Alors, que dire de ce cliché? Première observation, les échafaudages. Observons l'épaisseur de chacun des piliers. C'est censé supporter quel poids? Et la faible densité des étages supérieurs. Au-delà de l'aspect technique étonnant, il y a quelque chose d'étrange avec cette photo. La qualité est exceptionnelle et on peut zoomer sur chacun des détails. Les ombres également peuvent apparaître comme très surprenantes. C'est comme si une importante source de lumière était braquée dessus. Mais pourtant, le visage et le haut est assez flou. Il est très difficile d'avoir l'image d'un chantier, d'un monument plus de 150 ans en arrière. Mais apparemment, c'est censé ressembler à ça. Le peu de moyens utilisés laisse perplexe. Et en voici une autre. Sur celle-ci, elle est à moitié complétée. On peut zoomer et y apercevoir tous les détails. Mais quand on remonte sur le haut de la statue, les poutres de bois et la partie métallique a un drôle de rendu. Ici, on peut voir une partie de la plateforme, relativement horizontale. Mais quand on remonte de quelques mètres, la dernière plateforme a l'air complètement penchée. Les contrastes et la couleur sont plus que surprenants. Et que dire de cette immense poutre métallique? La pointe est toute noire. Mais surtout, qui et comment cela a été assemblé à 46 mètres de hauteur? Où sont les machines utilisées?
À part quelques planches et du métal, il n'y a rien. Il faut savoir qu'à l'époque, les grues n'existaient quasiment pas. Les systèmes étaient plus que rudimentaires. En voici une autre, sur laquelle on peut voir l'ensemble de la structure métallique avant le début de l'assemblage. Et donc, comment la partie métallique a-t-elle été assemblée? L'échafaudage fait de quelques bouts de bois n'est même pas complet. Comme seul moyen utilisé, une grande échelle de bois. Le rendu des pièces métalliques est encore troublant. Les ombres et le contraste paraissent ne pas coller avec le reste de la photo. Ces petites tiges ont l'air si fines, si nettement tracées. Sur ces quelques photos, il y a des choses qu'on a du mal à comprendre. Comme on peut le voir ici, la tête et la torche ont été construits dans un premier temps, puis assemblées à la fin. Mais alors, comment ces pièces de plusieurs tonnes ont-elles pu être acheminées à une telle hauteur? Ont-ils utilisé des grues, des poulies? Pourquoi les étapes les plus déterminantes n'ont pas été prises en photo? Qu'étaient censés supporter ces échafaudages? Techniquement et visuellement, ça paraît impossible. Et voici la toute dernière photo de la construction. Celle-ci est plus rare. On y voit un homme montant un escalier. Nous disposons d'une vue arrière de l'échafaudage. Sur celle-ci, il a l'air beaucoup plus dense. Bien sûr, les détails sont toujours noirs. Quel dommage de ne pas avoir une meilleure prise de vue. Parce que oui, nous venons de voir toutes les photos. Plus de 10 ans de construction dans la capitale française. Mais pourtant, aucun cliché ne montre la vue arrière de la statue. Quel dommage, l'un des plus grands exploits de l'histoire. Et pas un seul photographe a eu l'idée de prendre une vue de l'arrière. Pourquoi prendre chacune des photos du même angle, plein face? Fait étonnant, voici deux photos différentes. La première semble être prise d'un toit. On peut le voir par rapport à la hauteur qu'elle a sur le reste de l'usine. Et puis celle-ci, on voit clairement les mêmes bâtiments, mais vus du sol. Ici, le premier étage de cet immeuble. Mais quand on les superpose, on dirait presque la même photo. Ou encore cette partie du drap. Plusieurs éléments de la photo restent inchangés et semblent ne pas souffrir du changement d'angle. En y regardant de plus près, c'est comme si le premier plan ici, avec les immeubles, avait été superposé sur la photo. Ça commence à être vraiment bizarre. Comment est-il possible d'accumuler autant de faits troublants? Pourquoi y a-t-il tant d'éléments suspects sur toutes ces photos? Mais il va falloir rester avec ces interrogations, car nous venons de voir toutes les photos qui existent sur la construction du monument. La tour Eiffel n'a pas été dessinée par Gustave Eiffel, mais par les ingénieurs Koechlin et Nouguier. Eiffel a racheté les droits pour construire à son nom, sur le Champ de Mars, le plus haut monument du monde lors de l'exposition universelle de 1889. Le projet est loin de faire l'unanimité. De nombreuses voix s'élèvent contre ce monstre disgracieux qui pourrait défigurer la capitale. Mais Eiffel soutient que son œuvre sera utile à la science. Construite en 2 ans, 2 mois et 5 jours, de 1887 à 1889, par 250 ouvriers, cette prouesse architecturale mesurera 300 mètres. Au premier niveau, les pièces sont montées à l'aide de grues pivotantes fixées sur le chemin des ascenseurs. Entre 30 et 45 mètres de hauteur, on utilise des échafaudages adaptés aux poutres de 70 tonnes utilisées pour le premier étage. Le deuxième étage est situé à 115 mètres au-dessus du sol. C'est de là que la vue sera la meilleure. Le troisième étage se trouve à 275 mètres de hauteur. L'accès se fait obligatoirement par un ascenseur. Véritable forêt de métal composée de 7000 tonnes d'acier, la tour Eiffel crée une polémique. Elle sera sauvée de la destruction en devenant une antenne radiophonique. La tour Eiffel, devenue le symbole de Paris à travers le monde, veille sur la capitale, tel un phare incontournable. Et oui, aujourd'hui, elle veille sur Paris. Mais pour moi, elle surtout témoigne d'un passé dissimulé ou si peu valorisé que cela en devient même suspect. Donc comme on vient de l'entendre, elle a été construite en un peu plus de 2 petites années par 250 ouvriers. À titre de comparaison, la grande roue de Paris qu'on a vue précédemment a été démontée à partir de décembre 1920 et le démontage s'est terminé en avril 1922. 2 ans et demi pour cette simple tâche. Mais là, faut les imaginer en 1880. Se dire, c'est parti pour les fondations. On va faire 4 énormes piliers à 15 mètres de profondeur. Faire tout ça en briques ou en pierre, avec comme seul équipement des hommes équipés de pioches. Et ensuite, on va se lancer dans ces 4 gigantesques piliers, inclinés à 45 degrés, pour supporter un édifice de plus de 300 mètres de haut, pesant 10 000 tonnes. Imaginez que la moindre approximation, la toute petite erreur au niveau des fondations, et l'édifice pourra s'écrouler d'un seul bloc.
Quand on y réfléchit, accomplir le premier étage est déjà un exploit en soi. Ces 4 piliers de métal qui se rejoignent et qui donnent naissance à cette grande plateforme. Puis ensuite, continuer l'ascension jusqu'à une autre plateforme à plus de 100 mètres du sol. Et enfin, continuer les travaux pour atteindre le dernier étage à 276 mètres de hauteur. Essayez d'imaginer en 1880. Aucune grue, quasi aucune machine. Une prouesse encore jamais réalisée. Des moyens plus que rudimentaires. 250 ouvriers, 2 ans. Cette photo est très connue, mais celles que je viens de vous présenter le sont beaucoup moins. Et je pense savoir pourquoi. Il y a toujours cette drôle d'impression. Au premier plan, c'est bien une photo, il n'y a absolument aucun doute. Mais à chaque fois, la même impression d'avoir affaire à un dessin en arrière-plan. J'ai passé plusieurs heures à regarder chacun des clichés, à chaque fois pareil. En bas, une photo nette et précise. Et plus on remonte, plus c'est flou, voire carrément brouillon. Regardez le bas ici et le haut. Pourquoi une telle différence? Et pareil pour ce cliché, si on peut l'appeler ainsi. Au premier plan, on a clairement une photo, avec quelques personnes ici et un lampadaire. Mais plus on remonte, plus on a cet effet étonnant. Pour moi, nous avons ici un montage entre une photo et un dessin en arrière-plan. Mais pourquoi ce drôle d'effet? C'est peut-être dû à la qualité des objectifs de l'époque, c'est possible. Ça pourrait expliquer que la partie en travaux est presque toujours noire et qu'on ne peut y discerner presque aucun détail. Mais aussi pourquoi aucun cliché, des voies d'acheminement des matériaux. On a ici un micro-chemin de fer minable. Après tout, fallait seulement ramener sur le chantier 2 500 000 rivets et plus de 18 000 pièces de fer. Des poutres de plusieurs dizaines, voire centaines de tonnes. Tous ces exploits en 2 ans, 2 mois et 5 jours. Alors je sais pas, peut-être qu'il y a juste des éléments qui m'échappent, mais ce dont je suis sûr, c'est que la grande dame résume assez bien tous ces exploits du 19e siècle et m'amène toujours sur la même question. Comment ont-ils fait? Et au-delà du comment, la tour Eiffel m'amène sur le pourquoi. Pourquoi elle a survécu elle? Comme vous l'avez entendu, elle devait être démontée. Et elle a survécu pour en faire une antenne radio. Dire qu'aujourd'hui on dépense des fortunes et qu'on vient des 4 coins du monde juste pour l'apercevoir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on peut se demander pourquoi on l'a pas démontée. Parce que tout autour, ça a été une véritable hécatombe. Fini les palais, pavillons et autres grandes roues. La tour Eiffel est aujourd'hui comme seule et totalement isolée. On y a même enlevé certains de ses plus beaux détails que l'on voit ici au premier étage, pour en faire quelque chose de lisse et sans âme aujourd'hui. À ses pieds, le faste d'antan est bien loin. On y a méticuleusement retiré chacun des éléments qui se trouvaient tout autour. Les merveilles de l'exposition de 1900 ont été littéralement effacées. On a même presque du mal à croire qu'il s'agit du même endroit. De chaque côté des berges, tous ces incroyables bâtiments ont totalement disparu. De part et d'autre de la Seine, tout a été complètement rasé pour y mettre à la place des arbres ou tout simplement agrandir les quais. C'est à peine croyable la différence. Au niveau de l'esplanade des Invalides, même punition, quasiment tout effacé. On peut voir ici que seules les 2 statues du pont ont survécu, mais derrière, absolument plus rien. Cet espace, autrefois grandiose, est aujourd'hui un lointain souvenir. De nos jours, on a le droit à quoi? Un terrain vague avec quelques buissons et de l'herbe mal entretenue. Et notre champ de Mars alors, celui qui a été témoin des plus grands accomplissements, il a eu le droit au même traitement, avec des pelouses et des buissons aux détails quelconques. À l'arrière du champ de Mars, la galerie des machines. Cette structure en métal dantesque a été démontée jusqu'à la dernière pièce. Notre incroyable palais de l'électricité, dernier du genre, a été démantelé le plus rapidement possible. Et le palais du Trocadéro, cette anomalie de la capitale. Une véritable boucherie rasée dans les années 30. Mais ce que je trouve le plus pervers, c'est qu'ils ne l'ont même pas complètement effacé. Ils en ont fait une version fade. En 1937, il a été décidé, et je ne sais pour quelle raison, d'enlever tout ce qui faisait sa grâce. Tous les petits détails de chacune des portes. Tout ce qu'on pouvait trouver sur les toitures. Toutes les différentes colonnes. Ça a été comme lissé ou dénaturé. Et quel résultat aujourd'hui? Une véritable horreur. À croire qu'on va en arrière. Mais pourquoi effacer ce si glorieux passé? On a donc l'ère des palaces de cristal, suivi de celle des palais de pierre et de vitres. Nous voilà arrivés au temps de l'édification de villes entières. La capitale française va littéralement détruire la concurrence. L'exposition universelle de 1867 marque un réel tournant dans ce que nous offre le peuple du 19e siècle. On ne parle plus ici d'une seule structure, mais d'un nombre incroyable d'édifices. L'exposition se tient dorénavant sur le Champ de Mars, lieu où se trouve actuellement la Tour Eiffel. On y trouve tout un tas de constructions, des églises, des tours au milieu de lacs, des palaces, des reproductions de temples, des 4 coins du monde, de pavillons encore presque jamais vus. Mais surtout, nouveauté, un stade colossal y a été construit. Ce stade, aux dimensions encore jamais égalées, se nomme le palais Omnibus et est le symbole de cette exposition. Mesurant 380 mètres par 495, 156 000 mètres carrés, composé de 6 millions de rivets pour tenir 135 000 tonnes. Par comparaison, cela représente 3 fois la superficie du Stade de France. Alors qu'en 1867 viennent de se terminer les grands travaux de Paris, réalisation de Haussmann avec ses 30 000 immeubles, ses centaines de kilomètres d'égouts et autres gares et églises. À peine tout ça fini et on est parti pour une exposition de 66 hectares. En
1864, encore Napoléon III décide de la tenue de la prochaine exposition universelle et à peine 3 ans plus tard, tout est réalisé. Pour le palais Omnibus, jamais un bâtiment aussi vaste n'avait été construit en si peu de temps. 2 années. Et on ne parle pas ici d'une structure vide, avec des sièges en plastique et une pelouse au milieu, mais bien d'un complexe géant, de plusieurs galeries d'exposition circulaires, menant tous sur une cour centrale de toute beauté. Comme si l'édification de ce colosse ne suffisait pas, ils se sont même lancés dans des pavillons. Et pas les petits pavillons, on parle ici de véritables splendeurs. Avec à gauche, on a carrément un temple égyptien, en plein milieu de Paris. Il y en avait de tous les côtés pour tous les goûts. Beaucoup d'édifices, orientaux ou moyen-orientaux. Et dire qu'au milieu de tout ça, il y avait le palais Omnibus. Les abords étaient grandioses. On est carrément un cran au-dessus. Imaginez tout autour, pour une superficie 3 fois supérieure à celle du Stade de France. Et à l'intérieur, on est très loin de la froideur de notre stade national. Avec sa composition en béton sans vie, dépourvu de tout détail. Non, là ici rien à voir, tout y est démesuré et travaillé. Mais alors qu'en est-il de cette exposition universelle, bien plus grande que le Champ de Mars actuel? Eh bien toutes ces installations qui sont décrites comme éphémères, d'un coût de près de 12 millions de francs, seront démontées dès la fin de l'exposition. Tout ce que nous venons de voir a été littéralement effacé pour laisser la place à quoi? À ça, le nouveau palais du Champ de Mars. Une bâtisse disproportionné. 11 ans après, le Champ de Mars a fait peau neuve et à la place on a ses splendeurs. L'exposition universelle de 1878 dépasse toutes les limites. Nouveauté lors de cette exposition, on aperçoit en face le palais du Trocadéro. J'en ai parlé au tout début de la vidéo, mais quel décalage avec l'architecture que l'on trouve aujourd'hui à Paris. Il est garni de 2 ailes circulaires, la vue arrière, un palais qu'on a du mal à imaginer au cœur de la capitale. Mais pour revenir au palais de l'exposition, les dimensions sont tout bonnement extraordinaires. Occupant une surface de 420 000 m². C'est un vaste rectangle, occupant presque tout le Champ de Mars. Rendez-vous compte que ce super stade n'occupait qu'une partie du Champ de Mars. Cette fois, il recouvre l'intégralité de la surface. Encore un chiffre aberrant, il ne faut que 19 mois de travaux pour préparer la manifestation. Difficile de concevoir sa taille, avec ses 4 tours au chaque coin et sa porte centrale. On a la chance d'avoir quelques photos, admirer les dimensions de chacun des coins. On a même le droit à la tête de la Statue de la Liberté. Mais quelle grandeur une fois encore, et ce style, à croire qu'il s'agit d'un autre pays. Son intérieur n'a rien à envier aux plus belles cathédrales. La taille des galeries et les détails et le soin apporté à son design nous laissent bouche bée. Du mur au plafond, tout y est incroyable. Quel accomplissement presque un siècle et demi en arrière. Il y a des cours extérieures avec jardin, des halls d'exposition innombrables. Quelle taille avait ce palace extraordinaire. Mais non content de cet exploit, à la fin de l'exposition, on a tout rasé pour à la place y construire tout ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? La capitale, pour l'exposition universelle de 1889, a vu émerger un tout nouveau Champ de Mars. De multiples bâtiments aux dimensions impressionnantes et une tour en métal de plus de 300 mètres de haut. On reprend tout de zéro pour une exposition répartie sur 96 hectares. Avec toujours ce même modèle de construire des villes entières. Devant le palais du Trocadéro, on y a construit des véritables châteaux. Il y avait des pavillons partout. Les bords de Seine se sont vus garnir de bâtiments incroyables, de bâtisses exceptionnelles. Je ne peux bien sûr pas tous les montrer, mes petites sélections. Cette fois, on monte carrément en gamme. Un temple mexicain. Le pavillon de la Bolivie avec 2 autres en arrière-plan. Celui pour représenter le Brésil. Le pavillon de l'industrie du gaz. Quelle merveille pour des constructions qu'on nous dit temporaires. Et dire que tout ça c'est juste de la décoration. Parce que sur le Champ de Mars, on voit apparaître le palais des Beaux-Arts et des Arts libéraux. Ce palais le voici, au pied de la Tour Eiffel. 2 immenses dômes, tout en pierre. 2 bâtiments identiques comme hall d'exposition. On a le droit à des annexes des galeries, que l'on peut voir sur cette photo. Magnifique. Et nous voilà arrivés au Palais des Industries diverses, situé au milieu de l'allée centrale. Il est pour moi l'une des plus belles merveilles que la ville ait connues. Ce toit composé d'or et cette statue monumentale, sa façade remplie de détails exceptionnels. Son intérieur est grandiose, des peintures et des dorures partout, une pure définition de la grâce. Et derrière, nous avons la galerie des machines, véritable monstre de métal, une méga structure quasi sans pareille, large de 115 mètres, haut de presque 50 mètres et long de 420 mètres. Sans appui intérieur. Une conception révolutionnaire. Des piliers travaillés, à peine posés au sol. Aucun pilier central. Admirez l'espace quand il est vide. Une fois rempli, ça donne ça. On a du mal à se rendre compte de la taille de cet édifice. Grande nouveauté, on utilise pour la toute première fois le grand espace face aux invalides. On l'aperçoit ici et devant, une autre petite ville y a été construite. On y a créé le village des colonies. Toutes sortes de pavillons comme d'habitude. Mais surtout, on y a construit le palais de la guerre, avec une façade de 150 mètres. Tellement grand qu'on ne peut avoir l'intégralité de la façade. Avec une espèce d'entrée de château médiéval. Quel design époustouflant. Que de ressources et de moyens utilisés pour accomplir toutes ces splendeurs. Qu'est arrivé à cette superbe version du Champ de Mars? Il a forcément été réutilisé? Eh bien non.
Voici sa toute dernière version, dans un tout autre style. L'exposition universelle de 1900, surnommée l'exposition du siècle, est pour moi la plus incroyable de toutes. Ça en devient presque ridicule. Le palais de l'électricité fait son apparition, aux dimensions gargantuesques. Un palais entièrement électrifié et éclairé durant la nuit, l'une des principales attractions. Son intérieur est stupéfiant, un véritable château féerique, des verrières de toutes les couleurs, des salles et des couloirs aux décorations encore jamais vues. Observez les plafonds et la profondeur des couloirs. Et ça, ce n'est que le bâtiment central. Sur les côtés, il y a 2 nouveaux halls d'exposition, avec des portes grandioses. Admirez la profondeur des bâtisses. Et vous remarquez en arrière-plan, Paris a décidé de construire une grande roue, avec des dizaines de wagons de train comme cabine. La grande roue de la capitale est à l'époque la plus haute du monde. Haute de 96 mètres. En plus de la tour Eiffel, ce géant de métal prend place dans la capitale. Notre champ de Mars présente une fois encore un tout nouveau visage. Au pied de la tour Eiffel, tout a été effacé et on a tout reconstruit. Dans l'espace devant le palais du Trocadéro, une nouvelle exposition coloniale est apparue. Une petite vue rapide, mais quel spectacle à l'époque. Et le long de la Seine, absolument exceptionnel. Paris a construit dans un temps record, avec des technologies rudimentaires, des villes entières destinées à être rasées par la suite. Mais de quoi était capable ce peuple avec leur technologie de l'époque? Imaginez l'effet produit plus d'un siècle en arrière. Et où menaient toutes ces impressionnantes structures? À une autre nouveauté de l'exposition, le Grand et le Petit Palais. J'en ai parlé au tout début, mais quel accomplissement! Ces 2 splendeurs, construites pour l'occasion, ont été reliées par un tout nouveau pont à l'esplanade des Invalides. Il s'appelle Pont Alexandre III, avec ses statues colossales, ses détails de toute beauté, et qui menaient vers, vous commencez à le connaître, l'hôtel des Invalides. Pour 1889, on avait fait fort avec un palais cambodgien, un palais de la guerre et tout un tas de pavillons. Mais cette fois, on fait encore plus fort avec de gigantesques palaces. Des tours avec des statues qui maintiennent un dôme de chaque côté. Les pavillons sont bien effacés et à la place, on a ces réalisations d'exception. Imaginez à quoi ressemblait la capitale à l'époque. Et à côté de cet immense complexe, il y avait la fameuse porte de l'exposition. Cette réalisation est si spéciale. Quelle architecture étrange, mais surtout, je pense qu'il est difficile d'imaginer la taille qu'elle avait. Tout ça est tout bonnement extraordinaire. Je dois avouer que si je n'avais pas eu les photos de cette exposition, je n'aurais pas pu croire que 120 ans en arrière, pour un peuple qui se déplace toujours à cheval, tout ceci a été construit dans un temps record. L'exposition de 1900 arrive comme point d'orgue de 50 années d'exposition, avec des exploits tout plus hors normes les uns que les autres, parce que par la suite on ne verra plus jamais quelque chose d'aussi exceptionnel que l'exposition de 1900. Et vous avez peut-être remarqué, mais je n'ai même pas parlé de la tour Eiffel. C'est pas un oubli, c'est juste que j'ai gardé ce si beau morceau pour la fin. Oh oui, impossible n'est pas français. Vous vous rappelez du palace de l'Expo de 1849? Tout a été rasé et à la place, on a le droit à ça, le palais de l'industrie.
on va cette fois aller plus vite parce que vous commencez à connaître la recette. Un dessin minable qui ne rend que très peu compte de la taille de l'édifice. Notre cher Napoléon III qui, en mars 53, par décret, décide de la tenue de la première exposition universelle en France. Mars 1853, ouverture quelques mois plus tard, alors que la France est engagée en guerre de Crimée, qu'elle a coûté des sommes astronomiques au pays. On a le droit à un gigantesque palais d'une façade de 208 mètres, haut de 35 mètres, avec 408 fenêtres, vraiment, construit en quelques mois. Admirez tous les détails. Quelle véritable splendeur. On a le droit à quelques photos de ce monstre. Quel décalage par rapport aux besoins et capacités de l'époque. Pourtant, on nous dit que ce super complexe a bien été construit. Parce qu'en plus de ça, ils ont rajouté le Palais des Beaux-Arts, une galerie des peintures, un amphithéâtre, seul vestige de l'exposition, mais aussi, et j'ai failli passer à côté, ce bâtiment immensément long, qu'on nous dit avoir été rajouté par manque de place au dernier moment. Cette annexe, dite la galerie des machines, mesurait 1200 mètres de long pour 17 mètres de haut. 1 km 200 pour une annexe qui n'était pas prévue. On a la chance d'avoir 2 photos de construction. Cette première, que voit-on? Aucun ouvrier. Ces blocs de pierre comme posés au sol, quelques cordes tendues, et cette deuxième, non en noir et blanc mais en sépia cette fois. Et que peut-on observer? Des échelles de bois d'un autre temps. Mais vous ne me remarquez pas? Les blocs de pierre au sol, 2 appareils photo, mais pourtant la même photo, au même endroit, au même moment. Et dire qu'on nous vend ça comme la preuve numéro 1 de la construction de ce chef-d'œuvre. Et petit bonus, j'ai trouvé cette photo. Œuvre de Charles Marville, mon grand ami. Et à chaque fois, Charles est là où on l'attend pas. Pas une photo de la construction, mais à la place quoi? Une photo de l'urinoir juxtaposant l'édifice. C'est vrai que c'était le cliché le plus intéressant à faire pour le photographe officiel de la ville de Paris à l'époque. Mais avant de voir la fin du palais, un petit tour par son intérieur et le contenu de l'expo. Impressionnant, on peut voir ici les espèces de vitraux, mais qui semblent placés dans un hangar. Pour ce qui est du contenu, je passe rapidement. Ça avait l'air tellement inintéressant. On n'y voit presque personne. Vraiment, un palace pour exposer quelques statues ici et là. Mais surtout ce qui m'a frappé, c'est ça. Imaginez un peuple qui dépense des millions. Le panneau qui indique le restaurant est une vulgaire affiche. Tant de préparation, tout ça pour une expo. Et à l'arrivée, la buvette, le panneau, l'espèce de toile tirée est mise à la va-vite. Et que dire du balcon et de cette toile qui semble sale et rajoutée. Mais bon, qu'est donc arrivé au palais de l'industrie? Chose étonnante, il n'a pas brûlé. L'édifice a été détruit à partir de 1896. On nous fournit cette image de la destruction. Mais soyez attentifs à ces ouvriers perchés en haut, cassant pierre par pierre à la main. On nous donne aussi cette photo, ou plutôt cette mise en scène, parce qu'au premier plan, c'est bien une photo. Des blocs de pierre, une statue. Mais que voit-on derrière? Ceci n'est pas une photo, c'est un montage. Ils y ont inséré la représentation vue précédemment. Mais pourquoi avoir besoin de truquer une photo et dire qu'il s'agit ici de destruction? Je pense qu'ils n'imaginaient pas que 130 ans plus tard, des gens scruteraient dans les détails les photos qu'ils nous donnent. Mais enfin, il a tout de même disparu. Voici le seul reste. Vous reconnaissez? C'est la statue de la porte d'entrée, laissée à l'abandon, même pas lavée. Quel désintérêt profond pour cette merveille, totalement disparue de l'esprit des Parisiens et des Français. En 1851, l'Angleterre va marquer les esprits en réalisant pour la toute première fois un palace fait de métal et de verre. La reine Victoria est alors au pouvoir avec son époux le prince Albert. Cette année-là est évoquée et soutenue la première exposition universelle au monde. S'ensuit alors la construction du lieu qui nous intéresse aujourd'hui et qui deviendra mythique par la suite, le Palais de Cristal. Bon, déjà entre nous, tenir la première exposition universelle au monde, c'est une belle prouesse. On aurait pu mettre n'importe quoi à l'intérieur de ce bâtiment, ça aurait quand même été classe. Mais là, mettre l'intégralité de cette exposition dans un palais faisant 534 mètres de long, composé de 300 000 panneaux de verre et 3300 colonnes, tout ça construit en l'espace de 8 mois, et ben c'est encore une plus grande prouesse. Hein? 534 mètres de long, 300 000 panneaux de verre pour 8 mois de construction? Pour moi, c'est pas une prouesse mais plus un miracle. Mais d'abord, à quoi ressemblait ce palace de cristal? La représentation Wikipédia. Essayons de comprendre l'échelle. Voici le côté gauche. Mais maintenant, regardez le côté droit qui a l'air gigantesque. Mais alors pourquoi ce dessin qui rend si peu compte de la taille? J'ai trouvé celui-ci, mais j'ai aussi trouvé cette représentation. Admirez comme les proportions sont bien différentes. Quel gigantisme avait cette structure en 1850 et construit en 8 mois. Donc que nous dit le narratif officiel? L'expo a duré un peu moins de 6 mois. Tout un tas de célébrités y ont fait leur apparition. La Grande-Bretagne voulait faire comprendre au monde son rôle de leader industriel. Le gouvernement était persuadé de former la Commission royale pour l'exposition de 51. Quoi? La Commission royale pour l'expo de 1851 a été fondée en 1850? Juste pour mettre en perspective,
Je sais pas si vous êtes au courant, mais Paris s'est doté d'un nouveau tribunal. Édifice constitué de fontes et de vitres, un peu similaire à notre palais de cristal. Ils ont commencé à y réfléchir en 97. La commission a été créée en 2004. Inauguration 2018. 14 ans entre la création de la commission et l'inauguration. Je crois qu'on se rend pas compte le travail que ça représente aujourd'hui. Des dizaines de grues, assistées par un ordinateur et différents logiciels. De nos jours, nous avons des machines surdimensionnées, alimentées par du pétrole ou de l'électricité, dirigées par des ingénieurs surqualifiés. Et même avec tout ça, il nous faut tout de même des années pour accomplir des projets de telle dimension. Quel récit étonnant quand on y réfléchit. Mais au-delà de ces structures impressionnantes pour l'époque, il y a aussi l'intérieur. Tout aménagé au rez-de-chaussée, il y a aussi un étage. L'exposition était dantesque. Chacun des pays y était représenté. Mais la question c'est quels moyens ont été utilisés. Comme réponse, il existe quelques dessins. Ils nous laissent cependant bien songeurs face à l'énorme tâche qui devait être accomplie. Mais surtout face aux délais qui nous ont été annoncés. Aucun moyen particulier nous est montré. Voici les hommes chargés de poser les vitres à la main. On nous dit que tout a été disposé à l'aide de poulies à cordes. Tout ça a été fait par l'aide de chevaux et quelques hommes. Tout ça est sacrément impressionnant, hein. Mais attendez, il y a mieux. Sauf qu'elle a duré 6 mois cette exposition. Et à la fin d'une exposition, on la démonte, non? Donc c'est comme ça que se termine le palais de cristal alors. Cette histoire ne s'arrête pas là, puisque le palais, une fois l'exposition terminée, fut démonté pour être reconstruit à Sydenham Hill, au sud de Londres. Oh oui, tiens, pourquoi pas. Rien n'arrête notre peuple à charrette. Le palace a été un énorme succès. Ils ont donc décidé de déplacer et de reconstruire sous une forme agrandie, quelques années plus tard, une structure de 564 mètres de long. À titre de comparaison, c'est 3 fois plus grand que la cathédrale de Saint-Paul de Londres. Mais là, on nous explique que la structure de fonte et de verre de 4210 tonnes a été entièrement démontée pour être reconstruite. Quelle histoire étonnante. Mais allons voir à quoi elle ressemble. Voici la nouvelle version, encore plus grand, avec de nouvelles ailes. Ils y ont inséré 2 tours géantes de chaque côté de l'édifice. Le palace est désormais gigantesque. Regardez la taille des gens à côté. Une vue aérienne, vraiment, démontée, remontée, en 1850. Admirez le parc qui a été construit aussi. Des fontaines, un parc tout entier. Et ce monstre de verre et de métal en plein milieu. Et donc forcément il a fallu construire une gare, avec des arches faites toutes de briques, et les allées pour y accéder. Des colonnes qui ressemblent à de la pierre mais qui sont en fait des briques. Et juste pour rigoler, la gare qui a gardé le nom du palace d'antan y a construit une petite aile, commémorative. Et oui, de cette merveille, il ne reste que ces vestiges modernes minables. Aujourd'hui il n'y a plus rien. In 1851, the Crystal Palace covered 18 acres in Hyde Park, London. 3 years later, it found a final resting place at Sydenham, where, beneath its vast glass roof, exhibitions and displays of all kinds were held. From its 260-foot twin towers, Londoners looked with pride over the ornamental gardens into 8 different counties. Then in 1936 came the spectacular fire which completely destroyed the 82-year-old veteran of hallowed memory. These exclusive Pathé pictures of the blaze vividly recall the passing of the £1,500,000 glass house. Le feu a été très violent. Il pouvait se voir à 10 km à la ronde et a nécessité des centaines de pompiers et policiers qui n'ont malheureusement pas pu sauver le bâtiment. Et non, malheureusement, on n'a rien pu sauver. Seule une partie de l'aile a survécu. On s'est empressé de raser. Mais il reste tout de même les 2 tours jumelles, vous me direz. The moment of execution has arrived. At a given signal, the explosives fired and up she goes. A great hole is torn in its base and down comes 1,000 tons of steel and glass. Et oui, tout doit disparaître. Plutôt triste comme fin, n'est-ce pas? Mais vous allez voir, c'est pas l'exception, mais la règle. Et nous voilà de retour en Europe avec l'Angleterre qui, en 1862, décide de remettre le couvert avec Londres, l'exposition internationale. Un bâtiment en fonte pesant 12 000 tonnes, une méga structure magnifique faite de pierre. Une véritable splendeur avec des similitudes avec celui de Paris, avec un tour en pierre travaillé et au centre, des dômes et plafonds composés de verre. Admirez la taille de l'une des nombreuses portes. Cet intérieur parfait, des inscriptions en latin et de superbes vitraux. Et comme à chaque fois, ces mêmes dessins qui nous laissent perplexes sur les moyens utilisés. Mais la question c'est que se passe-t-il dans le reste de Londres de cette époque? La très connue gare de Saint-Pancras était en pleine construction. Cette gare grandiose qui a plus des allures d'un château d'un autre temps ou encore un palace impérial. Et quand on pense qu'on nous dit qu'il venait à peine d'achever Big Ben, avec sa cloche pesant 13,5 tonnes, qui a quelques années des travaux ont été entrepris. Ça a pris plus de 5 ans et des millions de livres pour simplement nettoyer et repeindre l'horloge et la tour. Plus de 150 ans après,
avec nos technologies et nos moyens. Alors imaginez pour construire et réaliser cette merveille de perfection. Mais heureusement, on a un dessin qui vient faire taire toute possibilité de doute. Nous voilà rassurés. Une petite passerelle, 2 hommes avec un pinceau et tout est réglé. Comment peut-on accepter ces dessins qui ne montrent rien face aux miracles qui ont été réalisés? Et petit bonus, 1863, c'est aussi l'année qui a vu l'inauguration du premier métro de Londres, le plus vieux du monde. Je vous laisse voir les images. Un chantier réellement impressionnant, avec quelques hommes et des brouettes. Faire plusieurs centaines de kilomètres sous terre, une première mondiale, et pas la trace d'une technologie. Pour comparer les machines utilisées aujourd'hui, et ça nous prend tout de même des années pour réaliser ces tâches titanesques. Mais bon, qu'est devenu le palace de South Kensington? Aujourd'hui, il est disparu, et à la place, on a le Science Museum. On y a également construit le Victoria and Albert Museum, bâtiment gigantesque sur plusieurs étages. Mais ce qui a remplacé le palais, c'est vraiment ça. Une espèce de cathédrale-château aux dimensions incroyables, avec ses multiples tours, aujourd'hui libre d'accès. L'intérieur est à couper le souffle. Je trouve ça incroyable de se dire que toutes ces prouesses ont été réalisées durant la même période. Ce pays qui est totalement dépourvu de l'architecture européenne va parvenir à accomplir un type d'architecture qu'on imagine uniquement en Europe, en Italie ou dans les plus anciennes villes du vieux continent. D'abord, la Philadelphie, en 1876, pour une expo exceptionnelle. Des halls, espèces de palais de cristal, encore plus grands que ce qu'on a vu. Des bâtiments avec une architecture mélange entre l'Orient et l'Asie, pour lesquels si on n'avait pas eu quelques photos, on aurait eu du mal à croire qu'ils avaient même existé. Une exposition immense comportant plus de 200 bâtiments, à la taille à peine croyable. 200 bâtisses, construits en 3 ans et pour laquelle seulement 4 ont survécu. Portland qui nous a fait une espèce de mini-ville surchargée avec toutes ces superbes structures. Cette architecture si soignée et d'une grande beauté. Son pont et son hall d'exposition en plein milieu du lac. Et bien sûr, tout a été effacé à la fin de l'expo. Saint-Louis et ses nombreuses structures. Son lac artificiel en plein milieu. On dirait plus un décor d'un film Disney. En photo, ça donne ça, monumental. Même les plus belles villes romaines ou grecques ne peuvent imaginer ça. Ils nous ont même fait un château médiéval en plein milieu. Tout ça par des Américains en 1905 et bien sûr rasé à la fin de l'exposition. Et là, on arrive à Chicago en 1893. Chaque bâtiment est une merveille à lui tout seul, construit comme d'habitude dans un temps record. Tous les bâtiments y sont incroyables. Imaginez le spectacle à l'époque. En 1893, l'effet produit sur le peuple. Ce peuple qui ne connaissait même pas les voitures. On nous dit qu'il a été construit des lacs et des canaux artificiels. À tous les coins de rue de véritables chefs-d'œuvre. Qui pourrait dire que ce monstre de pierre aux 1000 détails a été construit en quelques mois, à la fin du 19e, par des Américains. On y a construit une espèce d'arc de triomphe, posé sur l'eau avec de nombreuses colonnes. Et regardez la cour centrale, cette statue colossale. Et tout ça a été bien sûr électrifié. Et à la fin, évidemment, rien n'a été conservé. Et nous voici à San Francisco en 1915. Je suis obligé de passer rapidement, mais quelle frustration tellement il y a de choses à montrer. L'échelle des structures est démentielle. Il faut savoir qu'en 1906, San Francisco a subi un séisme. Il a ravagé une bonne partie de la ville et le reste a été consumé dans un énorme incendie. Et donc on nous dit que quelques années plus tard, la ville se lance dans un projet titanesque, avec une fois de plus un autre arc de triomphe, ceinturé par des colonnes de marbre. Et on ne parle pas ici d'une petite réalisation. Observez l'échelle, c'est peut-être encore plus grand que l'arc de triomphe parisien. Et donc qu'est advenu cette absolue merveille? Bien sûr, il fallait s'empresser de l'écrouler. Pourquoi après un séisme ravageur, il fallait tout effacer le plus rapidement possible? Et pour finir, on va se rendre à Buffalo en 1901. Cette exposition qui ferait pâlir les plus beaux parcs d'attractions du monde, qui dépensent des milliards, avec comme à chaque fois des dizaines de bâtisses. Une vue rapide de l'entrée principale. En photo, ça donne ça. Quel gigantisme! Puis on s'approche doucement dans cette superbe allée et ça nous mène là-dessus. Une tour de toute beauté. Une réalisation si complexe, avec des détails difficiles à associer aux États-Unis. Finalement, c'est toujours la même chose. Face à tous ces exploits réalisés durant ces décennies, il n'y a que 2 explications rationnelles. La première, c'est que par le passé, nous disposions de technologies qui sont aujourd'hui disparues ou oubliées. Des machines, des moyens de transport ou un savoir-faire quelconque qui a été volontairement dissimulé. Et la deuxième explication, c'est que les habitants du 19e siècle pourraient ne pas être les réels auteurs de tout ce que nous venons de voir. Il est possible d'imaginer qu'ils aient éventuellement rénové, restauré ou nettoyé, mais il est difficile de concevoir que ces habitants aient tout réalisé en partant de zéro. Tout cela aux 4 coins du monde, dans un temps record, et en atteignant un tel niveau de complexité. Et donc si finalement les habitants de Buffalo ne sont pas les vrais responsables de tout ça, que toutes ces incroyables structures étaient là avant leur arrivée, alors ça expliquerait qu'il faille tout détruire le plus rapidement possible, qu'il fallait laisser le moins de preuves, et vous l'avez peut-être déjà compris, mais j'opte plutôt pour la deuxième option. Il me semble que d'après les photos qu'on nous donne, c'est matériellement impossible qu'ils aient accompli tous ces exploits. Pour moi, on ne peut imputer aux Américains toutes ces constructions que nous venons de voir. Mais si c'est valable pour les États-Unis, finalement c'est valable pour tous les autres peuples de la Terre. Ce qui m'amène à un retour en Europe pour conclure avec Vienne,
Exposition universelle de 1873. On connaît maintenant la formule. Une énorme exposition, répartie sur des centaines de mètres, avec des galeries dans tous les sens. Mais ce qui a particulièrement attiré mon attention, c'est ce superbe dôme central. Mais surtout cette porte qui ressemble à une arche. Observez les différents codes. 2 colonnes de chaque côté que l'on appelle corinthiennes, avec ses détails en haut. Cette statue avec cette femme et des anges autour. Mais surtout, les 2 anges avec des trompettes, se réunissant avec un logo au milieu. Et vous vous rappelez de Paris en 1855, pour le palais de l'industrie, 2 colonnes de chaque côté, au style corinthienne. Cette statue en haut, très similaire. Et au milieu, que voit-on? 2 anges avec des trompettes. Et cette espèce de fanion au centre. Et enfin, Chicago en 1893. C'est quasiment identique. Les 2 colonnes de part et d'autre, avec la même finition, une statue sur le dessus et encore nos 2 anges équipés de trompettes se réunissant sur le même type de symbole à son centre. Et si en fait ces 3 édifices qu'on nous dit avoir été construits à des décennies d'intervalle étaient en fait l'œuvre du même peuple, ou peut-être de la même civilisation. Avec Vienne, c'est comme si les pièces du puzzle s'assemblaient. Vous remarquez au milieu ce symbole si spécial. Ici, nous avons une vue éloignée du dôme central. Et ce qui nous intéresse, c'est ce portail magnifique. Et vous remarquez en haut, il s'agit de la même chose. Certains pensent que ce symbole, c'est celui de Tartaria. Tartaria, c'est cet empire qu'on nous dit disparu depuis des siècles. Mais c'est aussi un nom de code pour dire qu'avant nous, il y avait plus grand. Que d'autres empires avant nous ont existé. Et que leur trace a été soigneusement effacée. Ça expliquerait donc que presque tous les bâtiments des expositions ont été écroulés. Et également que nous disposons d'aucune photo valable ou de dessin pouvant justifier les moyens techniques qui ont été utilisés. Bien évidemment, je n'ai aucune certitude, juste un faisceau d'indices. Mais on peut se poser tellement de questions. Est-il possible que, d'une façon ou d'une autre, notre passé nous est dissimulé? Qu'il existait des habitants vivant dans un univers bien plus complexe et riche, dans lequel nous vivions en paix? Est-il possible qu'il y ait eu plusieurs civilisations ayant découvert ou utilisé des choses qui nous dépassent et qui auraient atteint un niveau de développement extraordinaire? Et si finalement c'était ça la clé? C'est peut-être ça qu'il faut nous dissimuler. Les expositions universelles n'auraient été qu'un prétexte. Et ce n'est qu'ensemble que nous pourrons nous rapprocher de la vérité. Nous n'allons plus les laisser nous mentir. Tant reste encore à découvrir. Quelle carte on nous propose aujourd'hui de la Terre plane? Donc là, il y a la glisonne. Puis le modèle de sa jauge. Aux terres connues et inconnues, recouvertes d'une voûte céleste, et autour duquel tournent le soleil et la lune. La lune, en un mois, fait ce que le soleil fait en un an. D'accord? Il y a la laine de la lune et la laine du soleil. La laine de la lune, c'est sur un mois. La laine du soleil, c'est sur un an. Voilà. Tu l'as? Tu vois? Ouais, je l'ai, c'est celle-là. Betelgeuse, la géante rouge de la constellation d'Orion. L'astronaute, quand il sort de l'or pour faire des réparations sur l'ISS, on voit jamais la Lune. La conjonction entre Vénus et Jupiter. Vénus à droite et Jupiter à gauche. On observe bien une forme d'étoile, la cimatique. Ouais. Elle est bien claire hein, sur l'image.